Bon. C'était terriblement long, les gars. C'est très très long. Donc bonjour à tous et bienvenue pour ce choc de quart de finale de championnat de France débat parlementaire. Donc le sujet d'aujourd'hui, c'est ce gouvernement lèverait l'anonymat sur les réseaux sociaux. Donc au gouvernement, nous aurons la tribune Montesquieu et à l'opposition, nous aurons Révolte-toi Assas. Merci à Révolte-toi Assas de nous accueillir dans leurs locaux et merci à la tribune Montesquieu de s'être déplacée jusqu'à Paris. Petit rappel des règles avant de commencer pour que tout se passe dans les meilleures conditions. À commencer comme d'habitude, comme la règle du temps. Vous aurez donc 5 minutes pour plaider, avec une tolérance de plus ou moins 15 secondes. Si vous faites au-dessus ou en dessous de ce temps, ce sera considéré comme une faute éliminatoire pour la victoire d'équipe et donc ici pour la qualification en demi-finale. Également les questions. Chaque orateur, lorsqu'il passera, sera tenu de se lever, sera tenu de prendre au minimum une question de la part de son adversaire. Et à contrario, donc quand un orateur passe, l'équipe adverse est tenue de se lever au moins une fois pour lui poser une question. Pareil, s'il n'y a pas de questions qui sont posées ou pas de questions qui sont prises, c'est une faute éliminatoire pour la qualification. Au niveau du temps, donc on démarre le chronomètre dès que vous commencez à parler. À 1 minute, je vais taper pour indiquer que les questions sont ouvertes. Je coupe le chronomètre au moment où la question est prononcée. À 4 minutes, je vais retaper pour indiquer que c'est la fin des questions et qu'il ne vous reste plus qu'une minute environ pour plaider. À 5 minutes pile, je vous dirai veuillez conclure, et à 5 minutes 15, je vous dirai merci, veuillez vous rasseoir. Et dans ce cas, comme vous le savez, 2 solutions. Soit vous rasseyez immédiatement, et dans ce cas, ce n'est pas une faute éliminatoire. Soit vous continuez à parler, je dois vous redire de vous rasseoir, et dans ce cas, vous avez fait un hors-temps. Voilà. Autre précision au niveau du temps, vous n'avez plus le droit au chronomètre à partir des quarts de finale, donc vous ne pourrez pas l'utiliser sur le pupitre et je demanderai également à ce que tout appareil de mesure du temps, téléphone, montre, etc. soit dégagé complètement de la portée. Bon, la montre comme ça, on va dire que ça passe, la montre comme ça, mais globalement le téléphone ou les montres électroniques derrière, en tout cas pas à portée de main des orateurs. Et on évite aussi les signaux de la part des coéquipiers. Voilà, vous êtes censé avoir travaillé votre texte et bien être timé. S'il n'y a pas de questions, eh bien nous allons commencer. Donc, ce gouvernement lèverait l'anonymat sur les réseaux sociaux. Alors, très bien. Donc, sur ce sujet, la parole est au Premier ministre, Monsieur Yanis El Harouchi. Le numérique a redéfini les enjeux et les frontières du dialogue mondial. En France, aujourd'hui, 92,5% des foyers ont un accès à Internet. Parmi eux, 80% sont des utilisateurs des réseaux sociaux. Vous savez, ces sites Internet ou applications mobiles qui développent des liens d'interaction sociale en ligne. Ces échanges connaissent cependant des dérives, des risques et des effets néfastes. 60% des utilisateurs âgés entre 18 et 25 ans ont été et ont déjà subi du cyberharcèlement, avec des conséquences parfois très graves sur leur santé mentale. Beaucoup s'y expriment avec un pseudonyme, croyant rester invisible. Le pseudonymat étant une situation dans laquelle une personne utilise un nom d'emprunt, croyant rester bien évidemment invisible. Cette chose est à différencier de l'anonymat. L'anonymat est un état d'une personne dont on ne connaît pas l'identité et qui est difficilement identifiable. Mais aujourd'hui, l'anonymat parfait n'existe pas. Sur les réseaux sociaux, chaque personne peut être retrouvée. Certaines d'entre elles plus difficilement que d'autres, amenant donc une lenteur lors de l'identification. Cependant, l'anonymat va disparaître, mais le pseudonymat, lui, va rester. Notre objectif est de rendre les comportements en ligne aussi responsables que dans la vie réelle. Ainsi, les utilisateurs ne pourront plus se cacher derrière leur écran. Notre projet de loi introduit l'article D732-11-1 au Code de la sécurité intérieure, instituant une commission d'archivage et de protection des identités numériques, la CAPIN. Nous voulons garantir donc une sécurité numérique des citoyens en assurant une gestion indépendante de leurs données. Dans cette dynamique, et pour éviter toute dérive, nous allons supprimer et interdire les services VPN. Notre projet de loi va par conséquent, notamment sur la loi de 2004 sur la confiance dans l'économie numérique, qui a instauré une procédure pénible pour retrouver l'identité des individus en collaboration avec des entreprises privées, va donc être abrogée. La CAPIN est une autorité administrative indépendante, chargée de conserver les identités personnelles
des utilisateurs des réseaux sociaux. Cela grâce à un outil que l'on connaît, que vous utilisez et que nous utilisons tous, France Identité. Un portefeuille numérique qui met à disposition vos documents officiels, tels que votre carte d'identité ou bien votre titre de séjour. Ainsi, vous pourrez être identifié. Les services judiciaires et policiers pourront donc accéder à ces données facilement pour identifier un utilisateur uniquement lorsqu'il aura commis un acte d'infraction sur un réseau social. Le VPN est lui un réseau privé virtuel permettant de se connecter sur les serveurs d'un autre pays pour contourner les restrictions géographiques sur ce dernier, chose que nous voulons prohiber. Et je prendrai votre question. Merci Monsieur le Premier ministre. Une autorité administrative indépendante reste soumise à une autorité de tutelle. Comment protéger utilement les droits des utilisateurs face aux dérives? Merci. Elle ne sera pas dirigée par une autorité sous tutelle. Cependant, comme il l'est dit, elle restera indépendante et sera donc mise en œuvre de manière à ce que aucun organisme et aucune institution puisse avoir un contrôle sur cette dernière. Et c'est ce que va d'ailleurs vous expliquer Monsieur le ministre de la Justice, Élouan Perret, dans le cadre des VPN, pour faire en sorte que ces derniers ne soient pas et ne pourront plus être utilisés en France. Il viendra également vous développer notre mesure en ce qu'elle responsabilise les utilisateurs des réseaux sociaux lorsqu'ils commettraient une infraction qui pensaient jusqu'ici bénéficier d'un voile d'anonymat qui sera levé grâce à notre mesure. De plus, il explicitera en quoi ce projet de loi permettra une meilleure efficacité pour les services de police et de justice afin d'identifier un auteur d'infraction sur les réseaux sociaux. Dans un second temps, notre ministre de la Souveraineté numérique, Noam Adek, viendra nous vous développer l'un des points centraux de notre projet, l'indépendance. L'indépendance de la CAPIN avec ses rapports avec l'État, mais aussi ses rapports avec les entreprises privées. De surcroît, Madame la ministre développera sur la prévention des mineurs de moins de 15 ans, instituée notamment par la loi du 7 juillet 2023 sur la majorité numérique, dont notre mesure en permettra l'effectivité. En rappelant tous les risques sur les réseaux sociaux que peuvent courir ces mineurs de moins de 15 ans, notamment en matière de cyberharcèlement ou bien de pédocriminalité. Notre gouvernement défend une vision claire, celle d'un espace numérique qui protège, qui responsabilise, qui émancipe. Et je viendrai vous rassurer directement. Aucune des libertés que nous connaissons aujourd'hui sur les réseaux sociaux, qu'elles soient de vie privée, ne sera altérée. Les expériences de chaque utilisateur sur ces réseaux sociaux ne seront également pas changées. Le numérique ne doit pas être une zone d'oubli, mais un prolongement déjà existant de la zone publique. Merci beaucoup. J'appelle pour lui répondre Madame la chef de l'opposition, Isis Rosine. La liberté d'expression est la garantie de pouvoir s'exprimer sans contrainte, sans pression extérieure, sans craindre la censure. La censure d'un État tyrannique qui n'aime pas être contesté ou la censure de l'opinion de masse, peu tolérante des marginaux. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen protège cette liberté sans relâche. Mais vous savez aussi que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen protège le deuxième pilier de notre démocratie, le droit à la vie privée. Alors ce gouvernement ne compte pas fragiliser un fondement superflu de notre société, non, il s'attaque carrément à ces deux piliers et les détruit en faisant mine de ne pas voir s'écrouler la démocratie. Alors que le gouvernement essaye aujourd'hui de défendre la levée de l'anonymat ou du pseudonymat sur les réseaux sociaux, cette opposition se place fermement en contre d'un projet hautement liberticide, impraticable et mal pensé. Notre position est claire. L'anonymat est la condition de la liberté d'expression sur Internet, parce qu'il est le seul moyen de pouvoir exprimer d'opinion sans aucune conséquence et sans crainte de réprimande. Alors, Monsieur le Premier ministre nous explique que nous faisons la distinction entre anonymat et pseudonymat. Cependant, on ne sait pas comment vous allez concrètement lever cet anonymat. Vous nous avez parlé de France Identité, nous ne savons pas si vous allez obliger les utilisateurs à faire apparaître seulement leur nom, leur prénom. Ce n'est pas très clair. Je prendrai votre question, monsieur.
Madame le chef d'opposition, sachant que la CNIL, qui est aussi une AI, récolte déjà des données identitaires, pourquoi vous opposez-vous à cette récolte par la CAP1? Monsieur, merci pour votre question. La CNIL, comme vous le savez, est effectivement une autorité administrative, mais ce que vous avez manqué de voir, c'est que toutes les autorités administratives sont sous tutelle de l'État. Ce sont des fonctionnaires publics qui sont rémunérés par l'État, donc l'indépendance est toujours potentiellement contestable, et a fortiori, la CNIL est une base de données qui peut, comme toute base de données, être acquise, être hackée. Donc, niveau sécurité numérique, votre mesure laisse à désirer. Et donc, en recourant à quels moyens ? Une autorité administrative indépendante. Donc vous vous cachez finalement à peine de vouloir abolir la démocratie. Vous permettrez donc in fine à l'État de savoir qui conteste. Et là où ça devient extrêmement grave, ce ne seront pas seulement les propos qui pourront être contrôlés, ce seront les personnes. Alors certes, l'anonymat sur les réseaux sociaux peut faire courir des risques pour les individus les plus vulnérables. Nous ne nions pas ce constat. Du harcèlement, des arnaques, des abus. Mais ce gouvernement jette le bébé avec l'eau du bain, en ne s'apercevant pas des problèmes abyssaux qui vont être engendrés par la levée totale de l'anonymat. D'abord, ce projet de loi est un danger pour chaque individu. Les individus qui, d'une part, ont besoin de l'anonymat sur les réseaux sociaux. Les lanceurs d'alerte, les victimes de violences sexistes, sexuelles, dont la parole n'a pas pu se libérer que sous le masque du pseudonyme et dont les torts n'ont pu être réparés que grâce à une libération de la parole. Mais également, ce gouvernement, voulant en principe protéger ses citoyens, les expose face au reste du monde. Si l'anonymat est levé pour des citoyens français, je vous le rappelle, les réseaux sociaux sont un outil de communication avec le monde entier. Et une telle mesure, dont toutes les dérives de l'anonymat deviendront seulement issues de l'étranger. Poussons même le cauchemar à son paroxysme. Concrètement, qu'adviendra-t-il d'un Français fervent opposant au régime de Vladimir Poutine qui milite activement sur les réseaux pour le faire destituer ? Ce gouvernement veut-il directement donner aux agents du Kremlin l'adresse de cet opposant puisqu'il entend déjà leur fournir sur un plateau d'argent leur identité ? Ainsi, les conséquences dramatiques pour les individus vous seront développées par notre premier député, M. Tefra. Mais si ça n'était que cela, le projet du gouvernement s'ancre dans une menace pour la société dans son ensemble. Un tel contrôle des identités aura nécessairement pour effet de limiter l'expression des idées, limiter le débat. Mais que reste-t-il de la démocratie alors ? Dès lors que l'État ou toute autorité administrative factice sait précisément quel citoyen pense quoi, qu'est-ce qui l'empêchera de les censurer ? Qu'est-ce qui empêchera notre État de droit de glisser vers un régime autoritaire ayant pour moteur la surveillance généralisée ? Ces dangers vous seront exposés par notre second député, M. Drouot. Alors, si ce gouvernement a vu un constat juste, il s'est évidemment trompé de méthode. Le recours à une base de données qui collecterait les identités civiles de tous les citoyens français pour les lier à leur identité numérique est en elle-même mauvaise car porteuse de trop d'insécurité et de trop grands risques pour la sécurité numérique et la vie privée. À ce titre, chacun de nos députés vous développera des moyens alternatifs pour lutter contre les maux de l'anonymat par une meilleure régulation du contenu et non par un contrôle des auteurs. C'est bien ce que nous prônons. Il n'est pas question de contrôler qui dit quoi, mais précisément de contrôler seulement le contenu et de modérer davantage. Veuillez conclure. Enfin, notre secrétaire général, M. Ginestière, achèvera de vous convaincre de la dangerosité d'un tel projet. Alors, chère Assemblée, si la sécurité a un prix, ce prix ne doit jamais être celui de la liberté et de la démocratie. Bravo. Merci beaucoup. La parole est à présent au ministre de la Justice, M. Élouan Perret. Les réseaux sociaux, sur lesquels sont nombre de nos concitoyens français, sont un prolongement de l'espace public. Mais alors, comment tolérer, comment expliquer une telle violence sur les réseaux sociaux ? Les gens ne sont pas devenus fous. C'est simplement le voile de l'anonymat qui leur accorde cette impunité. Nous voulons responsabiliser ces individus. C'est pourquoi nous avons créé la CAP1, une autorité administrative indépendante, qui va assurer un service
d'authentification obligatoire via France Identité. France Identité, c'est-à-dire une identité numérique, donc un scan de la carte d'identité concrètement. Et ce service sera applicable à l'entièreté du territoire français. Les données concernant l'identité numérique seront récoltées sur un centre de données sécurisé notamment par les membres de la CAPIN, c'est-à-dire notamment des experts en cybersécurité. Aussi, pour que tous les réseaux sociaux respectent notre législation, nous allons faire en sorte que ceux qui ne le respectent pas soient désactivés en France. Cette base de données va servir à collaborer avec les services policiers et judiciaires pour lutter contre les infractions trop nombreuses sur nos réseaux sociaux. Je prendrai votre question. Monsieur, comment une mesure portant sur les réseaux sociaux peut-elle avoir une délimitation territoriale qui soit simplement la France, et comment les VPN empêcheront les contournements? Je vais répondre à votre première question, Madame la députée. Ils seront applicables seulement en France car nous sommes souverains sur le territoire français. Donc cela va concerner les serveurs qui hébergent des réseaux sociaux en France. Sur le territoire non français, nous ne pourrons malheureusement pas appliquer notre mesure. Évidemment, pour que la collaboration commence avec les services de justice et les services de police, il faudra qu'un acte illégal soit commis pour qu'on révèle votre identité. Ainsi, la vie privée des individus est conservée, car nous sommes dans un état de droit. Les autorités n'auront pas la mainmise sur cette procédure. Nous voulons seulement faire en sorte que les réseaux sociaux deviennent une véritable zone de droit. Nous voulons lutter contre ce sentiment d'impunité conféré par l'anonymat. Nous allons commencer d'abord par lutter contre le cyberharcèlement, les injures, car racisme, antisémitisme, harcèlement, ce sont là des faits condamnés pénalement. S'ils sont commis sur les réseaux sociaux, il faut qu'ils tombent sous le coup de la loi pénale. Aussi, l'un des atouts majeurs de notre projet est qu'il va nous permettre de lutter contre le développement des réseaux pédocriminels. Réseaux pédocriminels qui se développent sur des réseaux sociaux comme TikTok, Snapchat, Telegram. Et ainsi, grâce à notre système, un utilisateur pourra nous envoyer un simple enregistrement de conversation dans lequel on ne voit que le nom d'utilisateur de quelqu'un qui aurait envoyé une image à caractère pédopornographique, et très rapidement, très efficacement, les services de police vont pouvoir retrouver cet individu avec notre système d'identité numérique. Nous disons très rapidement et très efficacement, justement car nous considérons que notre mesure est beaucoup plus efficace que celle actuellement mise en place par la loi de 2004. La loi de 2004 permet de collaborer avec les entreprises numériques pour obtenir ces données-là. Mais ces entreprises numériques, si la loi France, ces entreprises, ces géants du réseau social, si la loi française les oblige à collaborer, leurs droits, par exemple leurs droits américains, les autorisent à avoir une main-d'œuvre totalement indépendante de la France et des services français sur la question. Aussi, ce système nous permettra d'obtenir des données beaucoup plus concrètes et complètes que celles qui sont données par ces entreprises, ces géants du numérique. En effet, ces géants du numérique vont souvent ne nous donner que des adresses IP. Or, une adresse IP, c'est facilement contournable. Aujourd'hui, si vous allez sur un réseau de Wi-Fi public, vous pouvez éviter ce contrôle de l'adresse IP. Si vous utilisez vos données cellulaires, vous pouvez éviter ce contrôle de l'adresse IP. Et enfin, si vous utilisez un réseau VPN, vous pouvez éviter ce contrôle de l'adresse IP. Aussi, nous prenons en compte le fait qu'un VPN pourrait mettre à mal notre mesure. C'est pourquoi, avec notre mesure, nous allons collaborer avec les fournisseurs d'Internet, c'est-à-dire Bouygues, Free, Orange, pour leur faire interdire ces serveurs VPN. Notre but aujourd'hui, mesdames et messieurs les députés, c'est de faire des réseaux sociaux un véritable espace public, conciliant la liberté et la sécurité des individus. Merci beaucoup.
La parole est à présent à monsieur le député Constant Teffra. L'un des corollaires de la liberté d'expression, c'est la défense de ceux qui usent de ce droit. Sous ces airs de bon père de famille, ce gouvernement entend supprimer la haine sur les réseaux sociaux. Pour guérir d'un cancer, le gouvernement préfère tuer le patient. Au lieu de corriger les abus quand il y en a, il préfère massacrer une liberté individuelle. Votre mesure est liberticide parce qu'elle vient supprimer le droit à la parole libre, pour ceux qui en ont besoin, mais elle est aussi dangereuse parce qu'elle vient exposer au monde entier votre identité. D'abord, liberticide. Parce que oui, un réseau social, c'est un lieu d'échange où la parole est libre. Elle est libre pour vous, elle est libre pour moi, mais elle est libre surtout pour ceux et celles qui en ont vraiment besoin et qui n'osent pas prendre la parole dans la vraie vie. Je pense d'abord aux lanceurs d'alerte, qui sont les porte-paroles de violations graves, souvent méconnues du grand public, pour avertir d'un danger, dénoncer des abus du pouvoir en place. Je pense ensuite à ces femmes qui n'osent pas parler des violences, des viols qu'elles ont subis, mais utilisent les réseaux sociaux justement pour le faire. C'est comme ça qu'est né le mouvement MeToo. Visiblement, le gouvernement y est opposé. Je pense ensuite aux journalistes ou aux penseurs français qui critiquent les régimes totalitaires et les exactions faites dans d'autres pays. Si tous ces gens-là n'ont pas accès à l'anonymat, alors vous leur supprimez la liberté d'expression. Il y a des gens qui ont besoin de l'anonymat pour s'exprimer, pour oser prendre la parole, sans risquer les représailles qu'elles auraient subies si elles avaient fait à visage découvert. L'anonymat n'est pas un masque, c'est un bouclier. Le lanceur d'alerte qui subit des pressions du pouvoir ou de l'entreprise qu'il dénonce, avec votre mesure ne pourra plus jamais prendre la parole. La voilà, la réalité. Mais ce gouvernement aujourd'hui, au lieu de prendre en compte l'ampleur du problème qu'il a dénoncé, présente une mesurette, et je dois vous l'avouer, assez désuète. Ce que vous proposez, en réalité, existe déjà. Aujourd'hui, le système est celui des réquisitions judiciaires, prévues par le Code de la procédure pénale. Ce système permet que lorsqu'une enquête judiciaire est ouverte envers un utilisateur numérique qui aurait, par exemple, tenu des propos illicites sur les réseaux sociaux, la police peut demander, dans ce cas-là, la transmission des IP par les plateformes pour identifier l'auteur géographiquement. Votre mesure est donc uniquement une modification procédurale, c'est tout. Les utilisateurs, eux, entre eux, restent donc anonymes, enfin on ne sait pas, on n'a toujours pas eu de réponse. En somme, vous ne levez pas l'anonymat. Donc en somme, aujourd'hui pour l'État, il n'y a pas d'anonymat, mais vous souhaitez lever l'anonymat, c'est nécessairement aux yeux des autres utilisateurs, ce que vous ne faites pas, il y a un problème. Je prendrai votre question. Pensez-vous que les dispositions du Code de procédure pénale que vous avez mentionnées sont efficaces aujourd'hui ? Justement, monsieur, c'est l'objet de notre opposition qui va présenter une mesure permettant de rendre plus efficace ce code de procédure pénale, et je vous l'avoue, aujourd'hui est assez efficace, mais nous allons le rendre encore plus efficace. Mais comme si aggraver le sort des victimes était déjà existante ne vous suffisait pas, vous allez en plus créer de nouvelles victimes. Lorsque demain, avec votre mesure, vous prendrez la parole sur les réseaux sociaux, que vous apporterez une opinion controversée, que vous viendrez donc nourrir le débat démocratique avec de nouvelles idées, vous serez repérés, identifiés, puis retrouvés. Mais cette fois-ci, ils ne seront plus derrière un écran, mais devant vous, prêts à tout pour vous faire regretter. Vous favorisez donc, cher gouvernement, la vengeance privée. Par conséquent, si demain je veux dénoncer les actions d'un groupuscule ultra-violent, mais que le bouclier de l'anonymat ne me protège plus, alors il ne me reste que deux choix. Soit je deviens leur cible, soit je me tais. Pour que votre mesure fonctionne, on vous l'a dit, il faut que l'ensemble des pays du monde se mettent d'accord sur cela, et c'est là la faille de votre projet. En ne limitant la mesure qu'à la France, car vous ne pouvez pas faire autrement, il est aisé d'utiliser un VPN, cette fois-ci basé à l'étranger et non en France, grâce à cela, de créer un compte anonyme dans un pays où c'est possible de le faire, et on revient donc à la fin au même problème. Donc votre mesure est inefficace, mais tout simplement inapplicable. En plus, notre deuxième ministre nous a parlé que cette mesure ne concernerait que les serveurs basés en France. Bien, monsieur le ministre, il n'y a aucun serveur de réseaux sociaux basé en France. Donc votre mesure se destine à personne. Alors oui, il y a des abus, il y a de la haine en ligne, nous partageons votre constat, mais pas votre solution. Aujourd'hui, je vous ai dit, le système marche sur les réquisitions judiciaires, mais ce système se base sur des délais brefs que les gens doivent transmettre, que les autorités, la CNIL doit transmettre très rapidement.
Nous essayons d'améliorer ces délais-là. Nous instaurons un délai de 24 heures dans lequel il sera obligatoire de transmettre ces informations. Dans ce cas-là, nous réglerons les problèmes extrêmement rapidement. Si ce délai n'est pas respecté, une sanction financière à hauteur de 1% du capital mensuel, chiffre d'affaires mensuel, sera peut-être imposée. Cela permet donc de renforcer la régulation et de faire des plateformes un soutien de l'autorité judiciaire par une collaboration renforcée. En somme, la vraie différence entre vous et nous, c'est que vous supprimez l'anonymat et donc la liberté d'expression. Veuillez conclure. Nous supprimons les mots de l'anonymat et donc les dérives de la liberté d'expression. Merci beaucoup. La parole est à présent à la ministre de la Souveraineté numérique, Madame Noa Madec. Notre gouvernement souhaite une indépendance garantie de toutes ces entités qui peuvent altérer la sécurité, la liberté et les droits de nos concitoyens. L'anonymat, comme on l'a pu vous l'expliquer, c'est la difficulté d'obtenir, voire l'impossibilité d'obtenir l'identité d'un individu. Aujourd'hui, elle est partielle en France. Et nous souhaitons, avec notre mesure, l'enlever. L'enlever vis-à-vis de l'autorité publique et non des autres utilisateurs. Nous n'enlevons pas le pseudo, nous n'enlevons pas la liberté de se cacher derrière une identité vis-à-vis des autres utilisateurs. Mais la puissance publique, elle, aura le droit d'entendre l'identité numérique de nos concitoyens. Nous souhaitons garantir la liberté d'expression comme vous nous le montrez. Nous comprenons que vous pouvez penser qu'il y a une atteinte liberticide avec notre mesure. Mais ce n'est absolument pas le cas. La liberté d'expression, c'est la possibilité d'engager des opinions, des engagements sur la place publique. Et nous le gardons, nous permettons encore de le faire. Cependant, et comme dans l'espace public, tout propos répréhensible par la loi pénale sera, elle, engagée dans des poursuites judiciaires. Et c'est seulement ces propos-là, pénalement répréhensibles, que nous engageons. La liberté d'expression se doit d'être garantie et nous voulons lui permettre sa pleine autorité sans aller jusque-là à l'infraction de la loi pénale. Nous garantissons également le droit à la vie privée. Le droit à la vie privée, c'est la possibilité que nos données, que nos informations ne soient pas divulguées à l'État. Eh bien, c'est le cas. Nous avons une autorité administrative qui est indépendante. Déjà composée de 6 ingénieurs en données, de 3 experts en sécurité numérique, de 3 juristes en droit du numérique et enfin d'un représentant du secteur public. Tous sont nommés conjointement par la présidente du CNIL et le défenseur des droits. Ainsi, nous avons une indépendance vis-à-vis de l'État et nous avons des experts qui peuvent permettre une meilleure organisation et une meilleure sécurité de nos données. Madame, je prendrai votre question. Madame, comment votre mesure peut-elle être efficace dès lors que les autorités judiciaires vont recevoir des centaines de milliers de notifications d'infraction, à savoir ce qui se passe sur les réseaux sociaux en continu? Les données ne sont données que si l'autorité judiciaire les demande en cas d'enquête et en cas de commission d'actes pénalement répréhensibles. Donc, ils ne seront pas submergés parce que c'est eux qui viendront les demander et les récolter. Il y aura un respect du droit à la vie privée, tout simplement parce que la CAPIN n'aura pas accès directement à la visibilité de ces données. Elle ne pourra pas les consulter librement, elle n'aura pas le droit à les consulter, elle devra simplement les passer à l'autorité judiciaire si elle les demande. Il y a donc un respect du droit à la vie privée, que ce soit au niveau de la CAPIN, que ce soit au niveau de l'État ou que ce soit au niveau des entreprises privées. En effet, il y a une indépendance vis-à-vis des entreprises privées qui est encore malheureusement le cas avec la loi de 2004 qui empêche cette indépendance. En effet, nous devons passer par ces entreprises privées pour récolter des données, alors que, par exemple, dans le droit américain, il leur est possible de refuser le don de ces données et donc la permission de poursuites judiciaires claires et efficaces. Nous avons besoin de garantir cette indépendance.
Tout simplement parce que notre souveraineté nationale l'exige. La garantie de l'identité est une mission régalienne de l'État. Elle existe déjà dans le droit matériel. C'est l'État qui va nous donner tous nos documents officiels qui déclinent notre identité, que ce soit passeport, carte d'identité, permis de conduire. Tout cela existe déjà et cela passe par France Identité au niveau numérique. Nous souhaitons juste appliquer le droit matériel à l'espace du droit numérique. Et tout cela doit passer, en tant que mission régalienne de l'État, à un service indépendant, à l'autorité administrative indépendante qu'est la CAPA. Enfin, nous souhaitons une prévention des mineurs sur les réseaux sociaux. Comme vous le savez, la loi de 2023 instaure la majorité numérique à partir de 15 ans. Donc, les mineurs de moins de 15 ans n'ont pas accès aux réseaux sociaux. Cependant, 63% des moins de 13 ans avaient encore un compte sur les réseaux sociaux en 2021. L'on voit bien qu'il y a une inefficacité de cette loi aujourd'hui. C'est pourquoi notre mesure vient la rendre effective, parce que les mineurs de moins de 15 ans, quand ils voudront se connecter, l'on verra obligatoirement le fait qu'ils ont moins de 15 ans. Ils ne pourront donc pas y accéder. Cela permet enfin d'avoir une prévention envers des risques graves, que ce soit les risques aux addictions, les problèmes de sommeil, les risques de cyberharcèlement, de désinformation et d'exposition à la pédopornographie. Aujourd'hui, nos jeunes et nos citoyens sont accusés de tout danger. Nous devons les en prévenir. Merci beaucoup. La parole est à présent à monsieur le député Grégoire Drouot. Chaque fois qu'on affaiblit une liberté, on donne des outils à ceux qui demain voudront la briser. Il est des débats qui engagent plus que nos clivages partisans. Il est des débats qui ne relèvent pas d'un simple article, d'un amendement ou d'un projet de loi. Il est des débats où l'on parle de ce que nous sommes. Car ce gouvernement s'apprête à faire, sous couvert d'une lutte contre la haine en ligne, c'est d'abolir l'anonymat sur les réseaux sociaux. Et je vous le dis avec gravité. C'est une faute politique, une faute démocratique, une faute historique. Derrière ce projet qui semble louable à première vue, se cache une idéologie dangereuse. Celle que la liberté serait un luxe, qu'on pourrait rogner au gré des circonstances, un privilège qu'on l'accorderait ou qu'on retirerait selon la température politique. Mais quand l'État sait qui parle, il peut décider qui doit se taire. Et vous le savez bien, la liberté d'expression est le premier rempart de notre démocratie. Quand elle recule, le reste vacille. L'anonymat, ce n'est pas l'ombre du crime, c'est parfois le refuge des consciences. C'est ce qui donne une voix aux sans-voix. Alors quoi? Parce que vous avez peur de quelques pseudonymes, vous seriez prêt à créer une gigantesque base de données reliant chaque citoyen à ses propos en ligne. Et demain, qui en aura le contrôle? L'État? Une agence? Ou peut-être même les géants du numérique eux-mêmes? Vous rendez possible, par votre mesure, le détournement politique des informations, la surveillance de masse. En effet, votre CAPA, tout comme la CNIL, restent des autorités administratives indépendantes. Mais autorité administrative suppose une autorité de tutelle. Cours de L2, deuxième année. Cette autorité de tutelle, elle a donc ses moyens financiers alloués par l'État, sa direction nommée par l'État ou la présidente de l'Assemblée nationale, et donc en réalité une transparence par rapport à l'État. Et demain, rien n'empêche qu'un gouvernement illibéral, un gouvernement qui, au fond, peut-être, est votre projet futur, viendra dire aux concitoyens: cette base de données, nous piocherons dedans. Pour faire quoi? De la police administrative? Puis quoi après? De l'écoterrorisme? Puis peut-être aller surveiller un peu l'évasion fiscale? Mais non, madame, vous ouvrez une porte, plus que dangereuse, une porte vers l'illibéralité. Et vous croyez peut-être vous en arrêter là. Mais la liberté ne se supprime jamais d'un seul geste. Elle s'effrite, article après article, décret après décret. Ce n'est pas une digue qui cède, c'est une pente qui glisse. Un cas exceptionnel,
puis une jurisprudence, une loi d'exception, une règle de droit. C'est ainsi que les régimes se transforment. C'est ainsi que les démocraties meurent. Je prendrai votre question, madame. Les lanceurs d'alerte sont déjà connus des autorités publiques, mais non divulgués au public. En quoi cela changerait avec notre mesure? Madame, je pense que vous vivez peut-être dans une autre réalité que la nôtre. Mais je vais vous le dire simplement. À l'heure où les réseaux sont interconnectés, à l'heure où la France a des difficultés de protéger ses hôpitaux face aux attaques cyber, à l'heure où la Russie, jour après jour, attaque notre souveraineté numérique, attaque nos concitoyens, attaque nos hôpitaux et nos systèmes de défense. Mais non, ce gouvernement a créé un fort numérique inatteignable. Un fort numérique qui ne pourrait être jamais violé. Eh bien, nous vous disons que le risque est trop grand, madame. Le risque d'une fuite de données avec les cartes d'identité. C'est le risque d'avoir des prêts contractés à son nom. C'est le risque de se voir imposer des publicités contre son gré. C'est le risque, au fond, de voir sa vie contrôlée. Et ça, opposition, jamais nous n'y souscrivrons. Alors, quand j'entends le ministre de la Justice venir nous dire que sa mesure ne s'appliquera qu'aux serveurs en France, monsieur, je vous invite donc à lire les conditions d'utilisation d'Apple qui disposent que les serveurs de stockage se situent en Silicon Valley. Félicitations, vous avez donc annulé l'entièreté de votre mesure étant donné qu'aucun serveur de stockage ne se situe en France. Merci. Alors oui, mes chers collègues, je m'oppose. Et je m'opposerai de toutes mes forces à cette dérive. Parce que l'anonymat n'est pas nécessairement une fuite. Elle peut être un acte de courage. Regardez, quand la peur s'installe, ce n'est pas la haine qui recule, c'est la liberté. Dans l'histoire des nations, ce moment toujours a précédé celui de la censure, puis de la peur, puis de la nuit. Pandore a soulevé le couvercle de la jarre que les dieux lui avaient juré de fermer, laissant tous les maux s'échapper sur la terre. Ne laissons jamais, jamais ce gouvernement ouvrir la voie à une loi liberticide. Parce que l'anonymat n'est pas nécessairement une fuite. Car l'anonymat n'est parfois le seul nom que la liberté peut porter. Merci beaucoup. Pour conclure du côté du gouvernement, la parole est à monsieur le rapporteur général Paul Allo. Un aphrodisiaque menant à une impression de légèreté et d'impunité, voilà ce qu'est l'anonymat. Un espace dans lequel chacun se sent en sécurité en apparence et dont profitent ceux qui évidemment ne veulent pas tomber sous le coup de la loi. Notre mesure n'a pas vocation à amputer les citoyens d'une protection, mais d'un mensonge, en garantissant mieux que jamais les droits et libertés de celles et ceux qui utilisent les réseaux sociaux. Il n'est pas question de dévoiler leur identité à la face du monde, mais simplement de créer un réseau connecté entre France Identité, qui existe déjà, et également les autorités administratives indépendantes, la CAPIN, que nous avons créée. Alors, vous nous parlez des lanceurs d'alerte, de ces personnes qui peuvent dénoncer sur les réseaux sociaux, quelle différence? Ils ne peuvent se faire blâmer par les autres individus, ils ne peuvent être espionnés, tout simplement parce qu'ils sont encore soumis au pseudonymat. C'est un distinguo que vous n'avez pas compris. Le pseudonymat est à différer d'anonymat. L'anonymat, c'est l'impunité, même étatique. Le pseudonymat, c'est l'impunité publique. Mais pourtant, c'est la collecte de données par l'autorité administrative indépendante. Alors vous nous dites que notre mesure existe déjà, parce qu'il y a des procédures judiciaires qui peuvent directement récolter les informations des GAFAM. Alors, petit recours de droit également, je me permettrai. Les GAFAM, ils sont soumis à l'autorité américaine, et malheureusement, la seule loi, pour l'instant, qui a réussi un petit peu à les endiguer, c'est la loi de 2024 européenne. Il me semble que vous n'êtes pas encore eurodéputé. Alors, petite explication, parce qu'on a entendu la différence entre les data centers, les serveurs d'hébergement, ce ne sont pas vraiment les mêmes serveurs. Vous avez les data centers.
qui sont des serveurs d'hébergement, de stockage, et pas des serveurs en ligne. Et vous avez les serveurs en ligne, c'est-à-dire que par exemple, vous vous connectez à Instagram, alors ce que va faire votre fournisseur d'Internet, il va vous permettre de vous connecter à un serveur en ligne qui se situe en France. Les serveurs de stockage d'informations ne sont pas les mêmes. Et vous le savez, concernant les VPN, les fournisseurs Internet, ils ont une voie totalement libre pour pouvoir bloquer ces VPN. Ils ont la solution pour pouvoir les endiguer. Parce que les fournisseurs Internet ont le pouvoir de bloquer Internet. Les VPN ne sont que des greffons qui viennent s'ajuster sur la connexion Internet. Alors si on peut collaborer, et c'est ce qui est prévu avec notre projet de loi, si l'on peut collaborer avec ces fournisseurs Internet, on peut bloquer l'accès au VPN. Vous nous parlez également, alors ça c'est assez étonnant, vous nous parlez d'un délai de 24 heures dans votre contre-proposition pour pouvoir utiliser une sanction à l'encontre, une sanction pécuniaire à l'encontre de ces mêmes réseaux sociaux. Mais félicitations, vous venez de faire s'écrouler le marché européen du réseau social parce que la plupart finiront finalement d'avoir des réseaux français et ils iront s'exporter ailleurs ou tout du moins ils se diront mais le marché français s'il nous taxe quand on ne peut pas agir dans les 24 heures parce que 24 heures c'est très court. Même une mesure de référé n'est pas aussi rapide. Alors 24 heures c'est très court. Donc aujourd'hui, ce que vous nous dites, c'est que si jamais vous ne réagissez pas dans les 24 heures, petite pression, vous prenez une sanction pécuniaire. Vous allez faire s'effondrer le marché des réseaux sociaux français. Et je prendrai votre question. Monsieur, nous n'avons pas compris sur quels critères les autorités judiciaires demanderont le relevé de l'anonymat. Est-ce que ce sera donc purement discrétionnaire? Si jamais il y a une infraction, si jamais il y a une plainte qui est déposée, et là, on peut se permettre de pouvoir récolter ces données. Malheureusement, je vous refais le lien parce qu'il est un petit peu particulier, lorsque les infractions judiciaires sont commises en France et que ces mêmes autorités tentent de récolter des données des GAFAM, les GAFAM ont le droit de ne pas donner ces données ou tout du moins de les donner, mais par parcimonie. Surtout, ils donnent des adresses IP. Une adresse IP n'est pas une identité française, elle ne permet quasiment de rien retrouver. Une adresse IP doit forcément pouvoir être tracée. Et si vous utilisez des alternatives, comme vous l'a dit notre ministre de la Justice, si vous utilisez des alternatives comme, par exemple, une connexion publique, félicitations, vous êtes intraçable. Et donc, de ce fait, l'ancien système de la loi de 2004 est abrogé, et c'est ce que nous voulons faire passer. Alors, l'anonymat irréversible sur les réseaux sociaux n'existe pas réellement, comme nous l'avons dit. L'anonyme n'est que celui qui, parce que cela prendrait trop de temps de le retrouver, échappe à l'enquête et donc à la condamnation. Il n'y a pas de méfiance envers le citoyen consciencieux, et ce dernier prenait même le coup de la défiance policière jusqu'à présent. À moins de subir les dommages d'un délit ou d'un crime très flagrant, les enquêtes de police tombaient à l'eau par manque de moyens, de temps, d'efficacité de collecte des identités numériques. Nous venons donc privilégier avec notre mesure une meilleure efficacité de la justice et une meilleure prise en compte de la parole des victimes. Nous restaurons une confiance qui se veut mutuelle, celle de l'État envers le citoyen, mais surtout celle du citoyen envers ses administrations. Nous ne subirons pas de cyber-hacking, pour l'instant France Identité n'a jamais été hacké, les data centers non plus de la CNIL, donc je ne vois pas pourquoi nous subirons de cyber-hacking. Nous avons les meilleurs protecteurs en cybersécurité du vieux continent. Rien à regretter, ou tout du moins pas avoir peur de ce côté-là. Alors de tout temps, il en fut ainsi, et cela continuera. La liberté n'est que la règle, mais pour autant qu'on puisse bien la protéger. Merci beaucoup. Pour clore ce débat, la parole est à monsieur le secrétaire général Nathan Ginestière. Je ne sais pas, cher gouvernement, où êtes-vous allé chercher une telle proposition. Certainement à l'Est, en Russie ou en Chine, peut-être plus au Sud, au Koweït ou en Arabie Saoudite, ces États dans lesquels, pour s'exprimer sur les réseaux sociaux, il faut s'enregistrer légalement auprès du ministère de l'Information. Mais cher gouvernement, en allant chercher dans ces régimes autoritaires de telles mesures, vous traînez à vos pieds le boulet de leurs effets. Risque de surveillance, de censure et d'autocensure, vous ouvrez la porte pour que la répression qui s'y est installée s'installe aussi chez nous.
Votre projet consiste donc à interdire l'anonymat et non le pseudonymat. Distinction qui ne veut au demeurant rien dire, puisque pour être anonyme, c'est-à-dire pour ne pas pouvoir être identifié, il faut donner un nom autre que le sien, c'est-à-dire un pseudonyme. Votre distinction ne repose sur rien. Lorsque j'ai un pseudonyme, l'État ne peut pas m'identifier sans réaliser de recherches poussées. Je suis donc anonyme aux yeux de l'État, à première vue. Votre définition n'a aucun sens. Et puis, voyez-vous, il y a un problème qui me vient à l'esprit immédiatement, dont vous avez d'ailleurs parlé, les lanceurs d'alerte. Les lanceurs d'alerte, c'est utile pour dénoncer l'État auquel ils sont soumis. Mais si c'est l'État qui possède l'identité des lanceurs d'alerte, comment nos lanceurs d'alerte qui dénoncent l'État sont-ils protégés de l'État? Ce n'est pas très clair, tout comme votre mesure. Je vous en prie, votre question. Si vous pensez que l'anonymat n'est pas le problème, alors comment est-ce que vous expliquez qu'au sein de l'espace public, il existe de telles infractions et qu'elles sont moins fréquentes? Comment vous l'expliquez que ces infractions n'existent pas au sein de l'espace public? Les infractions de discours de haine, d'insultes, d'injures, de provocation à la haine raciale n'existeraient pas dans l'espace public. Je vous convie à la prochaine manifestation d'ultra-droite, ou même d'ultra-gauche dans certains cas. Je vous assure, elles existent. Elles existent. Sur Internet, elles sont également commises. Bien. Alors, puisque nous avons beaucoup parlé de territorialité ce soir et que manifestement le débat n'est pas très clair, terminons par l'éclaircir. Effectivement, la loi française n'est applicable que dans les murs de l'État français. Alors, oui, vous voulez interdire l'accès au VPN, mais qu'en est-il d'un utilisateur turc qui use d'un compte chinois via un VPN américain pour poster un message en France? Comment pouvez-vous le poursuivre? Comment pouvez-vous, lui appliquer votre mesure? Vous ne pouvez tout simplement pas. Et par ailleurs, pour contrôler l'identité des individus, vous exigez un scan de la carte d'identité, sur laquelle on trouve nom, prénom, date de naissance, lieu de résidence, poids, taille. Parce que bien sûr, pour bien réprimer, il faut savoir si vous pesez 77 ou 78 kilos, c'est ma foi très important. Sur la territorialité, nous avons un grand problème que vous n'avez manifestement pas compris, même si pourtant, mon deuxième député a essayé de vous l'expliquer. Le problème, c'est lorsque l'on compare l'utilisateur français à l'utilisateur étranger. Seul l'utilisateur français pourra avoir son identité révélée afin de le poursuivre, pas l'utilisateur étranger. La transparence pour les nôtres, l'impunité pour les autres. Vous êtes le gouvernement de la France, mesdames et messieurs. Vous n'êtes pas censé attaquer les citoyens français. Pour que votre mesure soit applicable, parce qu'il faut venir à la condition d'applicabilité, il faut la commission d'une infraction. Bien. Mais pour que votre mesure soit applicable, il faut surtout s'être enregistré préalablement auprès de l'autorité. Donc en réalité, vous faites un statu quo fabuleux. L'anonymat ne sera levé que lorsqu'une infraction est commise, mais via une loi plus liberticide qui suppose de s'être préalablement déclaré auprès de l'État. Vous faites le même résultat avec un moyen plus liberticide. Vous n'avez rien compris au principe de proportionnalité, ma foi. On vous dit et on vous demande comment ces informations seront transmises à l'autorité judiciaire. Vous nous répondez lorsqu'elle le demande. Je vous réponds, c'est déjà le cas. Nous vous l'avons expliqué, c'est déjà sur demande que l'autorité judiciaire obtient ces informations. Et parlons de ces informations d'ailleurs, ça n'est pas une adresse IP qui est envoyée à l'autorité judiciaire lorsqu'elle le demande. Il faut relire le code de procédure pénale. Le code de procédure pénale permet au procureur ou au juge d'instruction de requérir de la part de l'autorité étrangère la transmission de toute information utile. Ça veut dire le numéro de téléphone, ça veut dire l'adresse, ça veut dire l'adresse mail, ça veut dire le nom et prénom si la plateforme numérique le connaît. Nous avons déjà des outils efficaces, vous voulez brader la liberté d'expression pour des outils qui ne le sont pas plus. C'est d'ailleurs pour ça que nous vous faisons cette proposition qui tend à obliger les plateformes numériques à réagir dans les 24 heures. Parce que le problème, ça n'est pas l'information transmise, le problème c'est l'inefficacité du code de procédure pénale que vous êtes d'ailleurs censé mettre en application. Donc si jamais c'est inefficace, c'est certainement de votre faute, vous qui devez exécuter les lois, cher gouvernement. Effectivement, nous vous aidons, nous prenons votre responsabilité à votre place puisqu'il vous faut de l'aide, et nous vous aidons en mettant un délai contraignant de 24 heures pour que les enquêtes aillent plus vite. La liberté d'expression, cher gouvernement, l'anonymat qui est son corollaire, n'est pas faite que pour les temps calmes. Elle est surtout faite pour les temps dangereux. Et ça n'est pas parce que nous sommes en démocratie que nous pouvons adopter des lois liberticides. C'est parce que nous n'adoptons pas de lois liberticides que nous sommes en démocratie. Abandonner l'anonymat et la liberté d'expression qui va avec aujourd'hui, c'est préparer la naissance de l'autoritarisme demain. Et notre opposition ne s'y résoudra jamais. Nous voilà enfin, on va faire des retours globaux très rapides avant d'annoncer le résultat. Donc je vais commencer.
Ce qui a caractérisé le débat principalement, donc vous l'avez ressenti, c'est que c'était très très équilibré. Vraiment, ça a été très très compliqué de choisir. Globalement, les deux équipes ont été de très bonne qualité, que ce soit dans la construction d'un projet de gouvernement ou dans la manière de s'opposer. Ça a été très 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 bon. En fait, je vais pas dire plus parce que comme ça, ce sera carré au niveau du temps. Donc je vous laisse dire les choses spécifiques. Moi, je fais juste un petit point sur quelque chose qu'on a regretté des deux côtés. On est vraiment sur un débat parlementaire et on veut que vous débattiez, on veut que vous répondiez, on veut que parfois ce que vous aviez prévu, si c'est pas ce qui a été anticipé par votre équipe, vous soyez capable de réagir, de répondre, de revenir sur ce qui a été dit avant et de vraiment parfois modifier votre texte complètement et vous adapter un maximum à ce qui a été fait avant. Je rajouterai pas grand-chose. Effectivement, les délibérations ont duré longtemps. En même temps, c'est les deux tenants du titre depuis 3 ans qui s'affrontent, donc forcément, ça allait être un peu sportif. De manière générale, c'était un débat d'une très haute qualité. Effectivement, peut-être la seule chose que je dirais, c'est... On sait très bien que le débat parlementaire, c'est pas un exercice vivant en soi dans la mesure où vous vous préparez pendant 24 heures. Maintenant, je pense sincèrement que le débat vivant, c'est un idéal à atteindre lorsqu'on prend la parole. Quand on est jeune et pour défendre ce genre de choses, c'est pour une raison. Donc la seule chose que j'aurais à vous dire, c'est penser à cette raison. À chaque fois que vous prenez la parole, ne le traitez pas comme un devoir, comme une préparation. Traitez-le comme une opportunité pour vraiment faire passer quelque chose de significatif. Et je pense que si on atteint ça, on sera très heureux, quoi. Voilà, sur ce, on ne va pas vous faire attendre plus longtemps. Je vais commencer par annoncer le meilleur orateur ou la meilleure oratrice. Et pour ce choc, nous avons décidé de l'attribuer à Paul. Et donc le moment que vous attendez tous, quelle équipe va se qualifier en demi-finale du championnat ? Nous avons décidé de qualifier l'opposition.